Peut-être jamais entendu parler d'une telle histoire. En décembre 1980, des ovnis auraient envahi l'espace aérien de 2 bases militaires américaines en Angleterre. Des soldats ont assisté aux événements. Les gouvernements britanniques et américains ont déclaré que rien ne menaçait la défense nationale. Nous avons rassemblé des témoins crédibles et des preuves tangibles et mis la main sur des documents accessibles depuis peu au public et qui racontent une toute autre histoire. L'affaire de la forêt de Rendlesham pourrait avoir d'extraordinaires répercussions. Découvrir la vérité sur ce qui s'est vraiment passé pourrait permettre de comprendre pourquoi les ovnis constituent un des secrets les mieux gardés de notre époque. J'ai ouvertement déclaré que Rendlesham pourrait bien constituer un tournant décisif de l'histoire. S'il existait une affaire capable d'expliquer le phénomène ovni, ce serait celle-ci. Le gouvernement a pensé que s'il rendait public le fait qu'il existe des engins dont les possibilités dépassent de loin les nôtres, les gens paniqueraient. Je crois que notre gouvernement est redevable envers les hommes impliqués dans cette affaire. Il leur doit non seulement une explication, mais une compensation pour ce qu'ils ont vécu. C'était une couverture dans le fond. Mais pourquoi y avoir recours? Pour la première fois, on est sur une piste. Je crois que ça pourrait créer le chaos. De très bonnes raisons expliquent le recours à la dissimulation. Décembre 2002. Le ministre britannique de la Défense rend public 180 pages de documents sur les incidents d'OVNI survenus dans la forêt de Rendlesham. Parmi ces pages figurent certains mots comme « rencontre avec des extraterrestres »,« homme en noir »,« lavage de cerveau » et des accusations selon lesquelles le gouvernement veut cacher la vérité à tout prix. On n'en a jamais parlé. Après mon compte-rendu, on n'en a jamais parlé à personne. On m'a fait comprendre de ne pas en dire un mot. Je ne devais pas en parler à qui que ce soit sur la base, pas plus qu'à ma femme ou à ma fille. Je ne devais pas en parler à personne. J'ai obéi aux ordres. Après coup, j'ai appris de façon indirecte que 3 ou 4 jeunes soldats avaient subi des interrogatoires, disons, très intenses. Je crois que 2 d'entre eux restent encore aujourd'hui marqués par certaines techniques utilisées pour leur faire dire ce qu'ils savaient. Sur cette base, beaucoup de gens ont violé les droits de l'homme, y compris les miens. Pour une raison ou pour une autre, il y a eu des tentatives de contrôle de la pensée. Tout ça s'est déroulé dans les 24 à 48 heures qui ont suivi l'incident. Mais pourquoi une agence gouvernementale aurait-elle recours à de telles mesures pour cacher les preuves de l'existence des ovnis? Le problème, c'est que des milliers de gens peuvent consulter les documents classés secret défense. Quand un sujet est plus délicat, il faut en restreindre encore plus l'accès. C'est alors qu'on parle de dossiers au-delà du top secret. Les ovnis font partie de cette catégorie depuis au moins 1947. L'observation d'OVNI dans la forêt de Rendlesham en 1980 rappelle de bien des manières les événements qui ont bouleversé la petite ville de Roswell au Nouveau-Mexique en juillet 1947. C'est à cet endroit, en plein milieu du désert aride du Nouveau-Mexique, qu'on a signalé l'écrasement d'un vaisseau extraterrestre dont l'armée américaine aurait récupéré l'épave, ainsi que, selon certains, l'équipage. Dans le cas de Rendlesham, comme dans celui de Roswell, des preuves essentielles ont disparu. Les officiers se sont vus contraints de changer leur version des faits et de nombreuses vies ont été transformées à jamais. Quoi qu'il ait pu se passer à Roswell, ça fait maintenant plus de 50 ans. Il ne reste presque plus de témoins directs vivants et encore capables de témoigner. Dans le cas de Rendlesham, par contre, il existe de nombreux témoins directement impliqués dans cette affaire et qui se font un plaisir de parler. Pour ce qui est des preuves, cette affaire a plus de poids que Roswell. La journaliste Georgina Bruni a interrogé un grand nombre de témoins de Rendlesham pour écrire son livre « You Can't Tell the People ». Il existe tellement de preuves dans ce dossier que c'en est impressionnant. Il y a des témoins militaires, des commandants, des colonels,
Il y a aussi, bien sûr, la note de service du colonel Holt et l'enregistrement qu'il a fait cette nuit-là. Il existe aussi des photographies du lieu d'atterrissage. Et en plus, il y a les déclarations des témoins, juste après l'incident. Il existe vraiment une multitude d'éléments de preuve, comme quoi quelque chose s'est produit. En 2002, la même année où le ministre de la Défense rendait publics les documents sur Rendlesham, nous avons lancé une enquête historique sur le site d'écrasement à Roswell. Nous creusons des trous dans le sol à la recherche de preuves tangibles qui démontreraient qu'il y a eu impact d'un vaisseau extraterrestre. Le rapprochement de la science et de ce que certains appellent la science-fiction a été tellement concluant que nous avons décidé d'ouvrir 2 nouvelles enquêtes en 2003. Dans le cas de celle de Kecksburg, en Pennsylvanie, la science et les témoignages ont permis de mettre à jour la preuve qu'un objet extraterrestre s'est peut-être soit posé, soit écrasé en 1965. Il s'est passé quelque chose autour de 1965. Quelque chose de suffisamment violent pour ralentir la croissance des arbres. On le constate en observant le rapprochement des anneaux après cette période. Malgré tout l'intérêt que représente le cas de Kecksburg, notre équipe s'est rendue dans la forêt de Rendlesham, de l'autre côté de l'Atlantique, pour découvrir ce que beaucoup considèrent comme la meilleure preuve de l'atterrissage d'un ou de plusieurs vaisseaux extraterrestres à proximité de 2 bases militaires américaines en 1980. La preuve également que les gouvernements britanniques et américains se sont lancés dans une vaste mission de désinformation. Aujourd'hui, pour la première fois, nous laissons de côté les rumeurs qui entourent cette affaire depuis 23 ans. Nous allons trouver de nouveaux témoins, reconstituer et revisiter les sites en question avec les anciens officiers de l'armée de l'air. Pour la toute première fois, nous allons diffuser des images controversées qui pourraient bien permettre d'élucider le mystère de la forêt de Rendlesham. L'histoire débute dans la campagne de Suffolk, une région connue pour son passé sombre et mystérieux. C'est une chose de s'intéresser à l'observation d'un ovni, mais comme je dis toujours, il faut se pencher sur le passé de la région. Ça peut avoir un rapport avec l'événement. Le Suffolk est environ à 110 km au nord-est de Londres. C'est une région où des tests militaires ont été effectués en secret. C'est là qu'on a testé le gaz moutarde, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale. Pendant des décennies, toute la côte est de l'Angleterre servait de terrain à des recherches militaires portant sur des armes ou des radars. Toutes sortes d'histoires étranges circulent sur la Deuxième Guerre mondiale. Des villages auraient été évacués à cause d'expériences secrètes impliquant des rayons mortels, ou on aurait même trouvé des cadavres calcinés sur les plages. À proximité de cette zone se trouvent 2 très importantes bases militaires séparées par une mince bande de la forêt de Rendlesham. Elles sont si proches qu'on les appelle les bases jumelles. Bentwater et Woodbridge appartenaient à la Grande-Bretagne jusqu'en 1951, lorsqu'elles ont été cédées aux États-Unis. En 1980, les bases jumelles faisaient partie des plus importants avant-postes militaires américains dans le monde. Plus de 1000 avions et 4000 membres de l'armée de l'air étaient prêts à défendre ou à attaquer selon les événements. Des rapports fiables permettent d'affirmer que les bases possédaient également des armes nucléaires tactiques qu'on aurait pu utiliser pour contrer une agression soviétique. Pour écrire son livre « Left at Eastgate », l'auteur Peter Robbins a passé des années à faire des recherches sur l'histoire de Bentwaters et Woodbridge. Le secret des bases de Bentwaters et Woodbridge, c'est qu'elles abritaient une énorme quantité d'armes nucléaires, en violation avec notre traité avec le Royaume-Uni. Le colonel Charles Holt et le sergent Jim Penniston sont 2 témoins clés de l'affaire Rendlesham. Même aujourd'hui, le sujet des armes nucléaires reste tabou. I know you're not at liberty to either confirm or deny the existence of tactical nuclear weapons at the base where you served. Nonetheless, it's widely believed there were as many as 500 tactical nuclear weapons at that base. When you reported what you saw, did you also report
that the Crafts seem to take a particular interest in any particular area? I'm not sure I want to comment on that. It's very difficult to comment on. Officiellement, nous n'avions pas d'armes nucléaires, mais nous étions formés à protéger cet armement. Les hommes qui devaient veiller sur les bases de Bentwaters ou Woodbridge faisaient partie de la police de l'armée de l'air. Ces militaires surentraînés constituaient le noyau des témoins de l'affaire Rendlesham. Je crois que la plupart des témoins que j'ai interrogés ont été très honnêtes. Je les ai harcelés avec mes entrevues. Ils ont même été jusqu'à m'accuser de leur faire passer des interrogatoires. À mon avis, Jim Penniston est un témoin fabuleux. La tâche principale du sergent Penniston visait à protéger la base des terroristes et des saboteurs. Qu'il s'agisse d'une invasion soviétique ou d'une arme nucléaire perdue, Penniston et ses camarades militaires étaient entraînés à réagir à toute situation. La tâche d'un garde de sécurité consistait à assurer l'intégrité de la base. Il fallait pouvoir distinguer par la silhouette des avions, ceux de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie. On nous formait à ce travail sur une base mensuelle. À cette époque, il n'y avait aucun avion que je n'aurais pas pu identifier. Aux petites heures du matin du 27 décembre 1980, Jim Penniston est informé d'un possible écrasement d'avion dans la forêt de Rendlesham. J'ai reçu un appel radio du centre de contrôle de sécurité. Il fallait que je fasse 10-12 à leur bureau, c'est-à-dire que je les appelle immédiatement. J'ai demandé au sergent Cofius s'il savait ce qui se passait, et il m'a répondu que je devais aussitôt me rendre à la porte Est. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit qu'il préférait ne pas m'en parler au téléphone. J'ai tout laissé tomber et je suis parti. Le militaire s'est alors dirigé vers les bois. Il ne se doutait pas qu'il allait se retrouver face à une situation qui dépassait tout entendement. Avenir, des preuves tangibles de l'existence de l'OVNI de Rendlesham. Deux anciens officiers de l'armée de l'air mettent en jeu leur réputation et leur pension pour résoudre un cas d'OVNI que plusieurs jugent plus important que celui de Roswell. Restez avec nous pour de nouvelles révélations. En décembre 1980, durant 3 nuits, des soldats américains ont vu d'étranges lumières ainsi qu'un appareil métallique à proximité de 2 bases américaines situées dans le Suffolk en Angleterre. Aussitôt, les responsables militaires ont imposé le silence à leurs hommes. La théorie de la dissimulation venait de naître. L'armée a sévi. L'information ne devait plus passer. C'est comme ça que fonctionnent les militaires. Quand quelqu'un sait quelque chose, il n'en parle pas. Ceux qui ne respectent pas leur serment se désolidarisent du groupe. Observer un OVNI, surtout dans un contexte militaire, ça veut dire en payer le prix non seulement au niveau militaire et social, mais aussi au niveau personnel. Qu'il s'agisse de Roswell, Kecksburg ou de Rendlesham, il nous a été très difficile de convaincre des militaires de s'exprimer devant nos caméras, et ce pour plusieurs raisons. Le serment d'allégeance à la sécurité nationale, la peur du ridicule, l'emprisonnement, ou pire encore. Mais un haut gradé a parlé. Il s'agit de Lord Hill Norton, ancien amiral de la marine britannique. Il croit que Charles Halt, Jim Penniston et les autres ont bel et bien vu un vaisseau extraterrestre. Il s'agit de militaires. Ce sont donc par définition des gens experts en reconnaissance d'engins militaires. Je ne vois absolument pas ce qui aurait pu les pousser à faire un faux témoignage sur ce qui s'était passé. Lord Hill Norton est le plus haut gradé au monde à s'être ouvertement exprimé sur l'affaire Rendlesham. Aux États-Unis, ce serait l'équivalent d'un ancien chef d'état-major, quelqu'un comme Colin Powell, et qui déclarerait publiquement qu'il croit aux ovnis et en l'existence possible des extraterrestres. C'est impressionnant à ce point-là. Quelque chose a bel et bien atterri, c'est certain. Il s'agit de militaires. Ce sont donc par définition des gens experts en reconnaissance d'engins militaires. Je ne vois absolument pas ce qui aurait pu les pousser à faire un faux témoignage sur ce qui s'était passé. Lord Hill Norton est le plus haut gradé au monde à s'être ouvertement exprimé sur l'affaire Rendlesham.
Aux États-Unis, ce serait l'équivalent d'un ancien chef d'état-major, quelqu'un comme Colin Powell, et qui déclarerait publiquement qu'il croit aux ovnis et en l'existence possible des extraterrestres. C'est impressionnant à ce point-là. Quelque chose a bel et bien atterri, c'est certain. Je serais très surpris d'apprendre qu'il n'existe pas de documents officiels cachés quelque part et selon lesquels quelque chose s'est posé. Mais ce serait très étonnant que quelqu'un ait su de quoi il s'agissait. Le seul document américain officiel rendu public est la note de service de Halt. Elle a été rédigée en janvier 81, 2 semaines après l'incident, par le lieutenant-colonel Charles Halt, alors commandant adjoint de la base Ben Waters Woodbridge. Elle fait état de plusieurs observations d'OVNI. J'ai écrit une version, disons, épurée de ce qui s'était passé. Je l'ai appelée « Lumière inexpliquée ». Même sous sa forme épurée, la note de service de Halt comportait une description détaillée de phénomènes totalement inhabituels. Tôt le 27 décembre, ils ont vu d'étranges lumières près du portail arrière de la base de Woodbridge. Les individus ont signalé avoir vu un étrange objet brillant, métallique, triangulaire d'environ 2,50 m à la base. Les patrouilles se sont rapprochées de l'objet qui a manœuvré entre les arbres avant de disparaître. Signé Charles Halt, lieutenant-colonel de l'armée de l'air des États-Unis, commandant adjoint de la base. J'ai attendu plusieurs semaines après avoir rédigé cette note de service, mais rien ne s'est passé. Alors j'ai classé le dossier. Nombreux considèrent que ce document constitue une preuve des événements vécus par Halt et plusieurs militaires dans la forêt de Rendlesham. Plusieurs questions restent sans réponse. Qu'étaient ces lumières? Pourquoi ont-elles envahi l'espace aérien au-dessus des bases qui abritaient des armes atomiques? Pourquoi le gouvernement veut-il dissimuler la vérité? Au cours de notre enquête, nous avons traversé l'océan pour conduire le sergent Jim Penniston et le colonel Charles Halt dans la forêt de Rendlesham. Pour Halt et Penniston, la forêt de Rendlesham est le lieu du crime. Avec l'aide du scientifique Patrick Davidson, ils vont reconstituer les événements qui se sont produits fin décembre 80. Ils espèrent pouvoir mener Davidson au lieu de l'atterrissage où il pourra prendre le relevé des radiations résiduelles. We initially thought that this was an aircraft crash, at least I did. Unfortunately, everything changed about 10 minutes into the investigation, and that's why you're here. Okay. That's a standard dose meter. Davidson s'est équipé d'un système de détection des radiations à la fine pointe de la technologie. Geiger counter for measuring gamma radiation and also a gamma spectrometer. S'il reste des traces de radiation, cela pourrait prouver l'atterrissage d'un ou de plusieurs appareils dans la forêt de Rendlesham. We certainly could have used that the night we were out in the forest. We got a little bit of a jaunt here. Not too bad. Les recherches entreprises par Jim Penniston ne vont pas être faciles. Beaucoup de choses ont changé dans la forêt depuis décembre 1980. Il faisait 1 degré Celsius. C'était une nuit dégagée. On a roulé sur ce chemin. Penniston était alors accompagné du sergent John Burroughs et du soldat Edward Cabensag, transférés à Bentwaters quelques jours auparavant. En me rendant là-bas, je me suis dit que c'était une farce, que je ne volais que depuis 3 ou 4 jours, qu'il y avait une grosse mare de boue pas très loin et qu'ils allaient me jeter dedans. Comme on continuait à avancer, je lisais la tension sur le visage de mes 2 camarades. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas du tout d'une blague. La route était difficile, tout était gelé. Mais on avait un autre problème lié à la nature du secteur. En fait, la radio cessait progressivement de fonctionner. Plus on s'en approchait, plus la communication devenait mauvaise avec le centre de contrôle de sécurité. Aujourd'hui encore, Penniston reste persuadé qu'il a agi exactement selon les règles. And I'm not a military guy, so forgive me. But if I go out in the woods and I see something that is that strange, I don't stand there for 45 minutes and take pictures and notes. I go for reinforcements in a hurry. Okay, a good question. What we did is we each had interbase radios, so I had people set up as relays for the radio. We were in constant contact to a point. So during this 45 minutes, even though I wasn't receiving, didn't really mean a lot to me.
but I still went and transmitted. I have to report what's going on. We outside that installation and with the resources that are on that base, I better be reporting every 5 minutes, or they're going to send somebody else out there. And I did not want anybody out there until I could ascertain what was in front of me. His flight chief was actually at the back gate, relaying and monitoring this whole thing, and it would have been incumbent upon him to make the decision to up-channel, to call for help, call for 30 and 30, which means a lot of armed troops. So in other words, yours was standard operating procedure? He operated within the parameters he should have. Il y a eu une distorsion dans notre perception du temps. Le temps semblait passer terriblement vite. 30 à 45 minutes semblait durer 2 ou 3 minutes. C'est à cet instant que je me suis rendu compte que ce n'était pas un accident d'avion. Je ne sentais aucune odeur de carburant en combustion. Je devais identifier les faits, les consigner, les signaler et laisser quelqu'un d'autre les interpréter. J'avais mon carnet avec moi et je prenais des notes. Jim Peniston a rapporté de la forêt de Rendlesham un élément de preuve majeur, le carnet qu'il avait avec lui le soir où il s'est retrouvé face au vaisseau non identifié. Voici ma description. Une grosse lumière blanche et brillante. Jim Burrow me demandait si je voyais la même chose que lui à côté des arbres, mais j'avais beau regarder, je ne voyais rien. Alors il a tendu le bras et il m'a dit de suivre la direction dans laquelle pointait son doigt. L'objet bougeait vers la gauche, vers la droite, la gauche, la droite. Il avait des lumières bleues, blanches et jaunes. À une distance de 10 à 15 mètres, on le voyait bien. Il était triangulaire. Ce n'était pas un avion, mais par contre, c'était bien un aéronef. Rien de ce que j'avais eu le privilège de voir sous le sceau du secret durant ma formation technique ne ressemblait à ça. Il y avait certains éléments qui me déconcertaient. D'abord, je n'arrivais pas à localiser l'avant, ce qui posait un problème. Ensuite, on aurait dit qu'il avançait, mais sans faire aucun bruit. Enfin, l'air était comme chargé d'électricité. Je la sentais dans mes vêtements, dans mes cheveux et sur ma peau. J'ai écrit la page suivante après m'être approché de l'appareil. L'écriture a changé. Elle n'est plus sûre, mais tremblante. Il faut que j'arrête. Désolé. J'ai besoin d'un peu de temps, d'accord? À venir, des officiers de l'armée de l'air rencontrent de nouveaux témoins qui confirment les événements. On aurait dit qu'ils nous observaient. L'opération de dissimulation débute quand un soldat est forcé à mentir. On m'a dit de signer un papier comme quoi rien d'anormal ne s'était produit. Et ce qui pourrait être une preuve tangible de l'existence de l'OVNI de Rendlesham. L'incident de Bentwaters en 1980 constitue sans doute l'observation d'OVNI la plus célèbre dans l'histoire britannique. Mais 24 ans auparavant, presque au même endroit, des pilotes de chasse de l'armée de l'air britannique ont rencontré un objet dont la nature reste à ce jour inexpliquée. L'affaire, connue sous le nom de Lakenheath, est légendaire parmi les ufologues. Un objet a été détecté au radar. Des avions à réaction se sont envolés, comme ça a été le cas à plusieurs occasions. Et les pilotes ont vu un appareil inconnu. Dans la tour de contrôle de Bentwaters Woodbridge, les contrôleurs ont estimé que la vive lumière avait volé à 6500 km/h. Un ovni a joué au chat et à la souris avec les avions intercepteurs britanniques. Ce dossier est resté secret pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'on en discute au comité Camden. Il a été classé sous la rubrique inconnue. Comme pour Lakenheath, l'affaire de Rendlesham a été rejetée par le ministre de la Défense. Mais si les événements ne représentaient aucune menace pour la défense nationale, comme le prétend le ministère de la Défense, pourquoi tenait-il tant aux enregistrements des radars de la tour de contrôle de Bentwaters, réalisés durant la semaine de Noël 1980?
L'un des opérateurs radar a reçu un appel de quelqu'un de la base de Bentwaters. Il lui a demandé s'il voyait quelque chose d'inhabituel sur son écran. L'officier a vérifié et pendant 2 ou 3 balayages du radar, donc quelques secondes seulement, il y avait effectivement quelque chose. Il lui a dit qu'il voyait une cible non identifiée juste au-dessus de sa base. Le sergent Coffey, le contrôleur, m'a dit qu'il devait vérifier les données du radar. C'est lui qui m'a informé cette nuit-là, avant que je sorte de la base, qu'ils avaient repéré un objet qui avait disparu à 9 km de Bentwaters. Le problème, c'est que je ne suis allé sur ce site que 2 fois, la nuit où ça s'est produit et le lendemain matin. Pour retrouver le site de l'atterrissage, le sergent Jim Penniston et le colonel Charles Halt doivent passer au peigne fin 13 km² de la forêt de Rendlesham. S'ils parviennent à le localiser, Patrick Davidson, le scientifique environnemental, pourra effectuer des tests de radiation résiduelle. Ces résultats pourraient fournir une preuve que l'incident s'est bien produit. La taille de l'appareil me fait dire qu'il n'a pu atterrir qu'à la verticale. Edward Cabansag et John Burroughs ont accompagné Penniston dans la forêt aux petites heures du matin du 27 décembre 1980. Ils se tenaient en arrière de Penniston pour maintenir un contact radio avec la base. Cabansag se souvient du mystérieux engin qu'il a vu flotter en face d'eux. Il se trouvait à environ 120 mètres. J'aurais du mal à dire s'il était argenté, mais il se déplaçait vers la gauche, vers la droite, la gauche, la droite. À l'époque, rien ne pouvait bouger de cette façon aussi rapidement. Penniston a suivi le protocole. Il s'est approché de l'appareil, a pris des photos et des notes. De toute ma vie, c'est sans doute la chose la plus étrange sur laquelle j'ai eu à enquêter. Tout ce que je voyais, je le décrivais. Structure craft, fabric, black, smooth, glass-like, surface unknown, identity unknown. J'ai mesuré la taille de l'appareil en prenant les distances en note. Size, 9 feet long, approximately 7 to 8 feet high. Je n'arrivais pas à distinguer l'avant de l'arrière. Et en faisant le tour, j'avais du mal à repérer les moteurs. Propulsion, unknown. No sound, but apparently operating somehow. Type of aircraft unknown. Penniston a observé l'aéronef sous tous les angles. Tout ce que je voyais, je le décrivais. Structure craft, fabric, black, smooth, glass-like, surface unknown, identity unknown. J'ai mesuré la taille de l'appareil en prenant les distances en note. Size, 9 feet long, approximately 7 to 8 feet high. Je n'arrivais pas à distinguer l'avant de l'arrière. Et en faisant le tour, j'avais du mal à repérer les moteurs. Propulsion, unknown. No sound, but apparently operating somehow. Type of aircraft unknown. Penniston a observé l'aéronef sous tous les angles. Je me suis vraiment efforcé de repérer le poste d'équipage ou des fenêtres, bref, un accès. Mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait rien qui ressemblait à une poignée. L'extérieur de l'appareil était complètement lisse. Le plus intriguant dans tout ça, c'était le matériau dont il était fait. Les avions sont faits en métal. Là, c'était peut-être du métal, mais très lisse. On aurait dit du verre noir. High electric static on clothes, skin, hair. Identifying markings on left front. C'est ce qui m'a le plus étonné. J'étais estomaqué. Je me suis dit que ça devait venir d'ailleurs. Symbols etched or engraved, question mark. Symbols recorded. Liftoff, 2:45. No sound, no exhaust. Takeoff unknown, speed impossible. Le décollage est sans doute ce qui m'a le plus impressionné. Sans aucun bruit, l'appareil s'est élevé d'environ 75 cm avant de manœuvrer un petit peu entre les arbres. Il a fait une pause, et tout à coup, il est parti, en un clin d'œil. Littéralement,
en un clin d'œil. I'm sure you've asked yourself, is it possible I'm wrong? Is there anything else it could have possibly been? The problem I have with it, we can't replicate the technology today. You don't have engines with no sound. We can't develop anything today, so I don't know what it is. Pour Jim Penniston, cette rencontre de 45 minutes avec un ovni posa un gros dilemme. En effet, depuis les événements de Roswell en 1947, l'armée a officieusement imposé la loi du silence à tout militaire qui verrait un ovni. J'ai pesé les conséquences d'une telle situation. À l'époque, signaler quelque chose comme ça signifiait qu'on pouvait dire adieu à sa carrière. Je me suis dit que je ne devais pas faire état de cet événement dans tous les détails. Par contre, il fallait quand même que je fasse un rapport. Alors j'ai rédigé une version épurée des événements. J'ai dit que nous avions vu des lumières colorées, qui ne se déplaçaient pas beaucoup, et j'ai intentionnellement évité certains mots, comme aéronef. L'ancien officier a volontairement changé sa version des faits, contrairement au jeune Edward Kabenzag, qui y a été forcé. On m'a dit de signer des papiers comme quoi ce que j'avais vu n'était que la lumière du phare et qu'il n'y avait rien d'anormal. Il y a bien eu dissimulation. À venir, un témoin controversé dans l'affaire Rendlesham raconte son terrible interrogatoire. Ils ont dit qu'on avait vu quelque chose dont ils connaissaient l'existence depuis bien avant notre naissance. Les ovnis reviennent quelques nuits plus tard et cet événement est filmé. Décembre 1980. À proximité d'une base militaire américaine située en Angleterre, le sergent Penniston et 2 autres soldats sont tombés nez à nez avec ce qu'il convient d'appeler un ovni. En l'espace de quelques heures, la base était remplie de rumeurs à propos de petits hommes verts et de soucoupes volantes. Le lieutenant-colonel Charles Halt, commandant de la base, n'a pas apprécié. You went out supposedly to debunk rumors that were swirling about the base, is that fair? That's correct. I went out to put it all to rest because our security police were spending more time focusing on the sky and the surrounding area than they were protecting the assets they were supposed to be protecting. So fair to say you went out as a cynic? I certainly went out as a cynic. What'd you come back as? I came back wishing I hadn't gone out. Le 28 décembre 1980, peu après le premier incident, Halt assistait à une fête de fin d'année. Nous venions de finir le repas quand le commandant de voir est arrivé. Il avait l'air dans tous ses états. Il s'est approché de nous. Il voulait absolument nous parler parce qu'il était de retour. Nous nous sommes regardés et nous lui avons demandé de quoi il parlait. Il a répondu de l'OVNI. Le colonel Halt a quitté la base accompagné de plusieurs officiers. Pour mieux documenter les recherches, l'équipe s'est pourvue de lunettes de vision nocturne, de compteurs Geiger et d'appareils photo. When we went into the forest, we were somewhere between that little, I believe it's a beech tree. Nous avons accompagné le colonel Halt et le sergent Penniston dans leur quête pour reconstituer les événements de décembre 80. C'est la première fois que les 2 hommes se rendent ensemble dans la forêt de Rendlesham. Pendant 20 ans, ils ont cru qu'ils parlaient du même site d'atterrissage. I got a problem here. You do? Yeah. From this point, where was the original landing site that you think? Over in here is where I was taken to and where I was shown the 3 indentations. We got a problem. You think you were at another place? I was at another location. That's interesting. I can show you where the 3 indentations I saw were. Let's take a look at them. Let's take a look at them. Le soir où le colonel Halt a fait ses recherches, il a amené avec lui un magnétophone pour enregistrer le déroulement des événements. Ces enregistrements constituent l'un des éléments de preuve les plus troublants de l'histoire de la recherche ufologique. Il a enregistré 18 minutes d'un événement qui a duré 4 heures. Le contenu de cette cassette est inimaginable. C'est un magnifique élément de preuve. Depuis les observations dans la forêt de Rendlesham, des témoins clés sont partis vivre à l'étranger ou ont tout simplement disparu.
Mais notre recherche met à jour de nouveaux éléments étonnants. The puzzle's starting to come together better. For instance, one of the people that had disappeared for a long time, Monroe Neville. We've been looking for the guy for 15 or 20 years. And they found him. Sci-Fi has found him. And his story corroborates. I mean, it fits right in. Malgré la présence de rumeurs voulant que Monroe Neville se soit caché il y a des années, notre équipe l'a trouvé. Il habite dans une petite ville du sud-ouest des États-Unis. En 1980, il était chargé de prévenir tout incident à la base. C'est la première fois qu'il s'exprime publiquement sur l'épisode de Rendlesham. Je suis une personne qui analyse les choses. Je les observe, je les étudie et j'essaie de comprendre ce qui les provoque. Neville, expert en photographie et détection de radiation, faisait partie des premiers soldats à pénétrer dans la trouée et à découvrir 3 étranges marques sur le site présumé de l'atterrissage. On aurait presque dit qu'un petit objet s'était posé au sol, sur 3 pieds. Ce qui est extraordinaire, c'est que la pression de chacun de ces 3 pieds était de la même intensité. Neville et les autres soldats ont aussi découvert de drôles de marques de brûlure sur plusieurs arbres autour du site d'atterrissage. J'ai demandé à Neville de prendre des relevés au compteur Gégère tout autour. Le balayage ne donnait pas grand-chose, jusqu'à ce que je passe devant l'arbre brûlé. Le compteur s'est affolé. Halt mène Penniston et Davidson à moins de 30 mètres de l'endroit où ils se trouvaient une vingtaine d'années plus tôt. Okay, well, I'll get the kits out and we'll have a look. Yeah, let's check the area here. This is probably a very good place to check. Le temps a fait son travail. Les traces d'atterrissage ont disparu depuis longtemps, mais Davidson va tout de même chercher des traces de radiation résiduelle. That's a lot more sophisticated than what we had back in 1980. All right, let's see what you get. Look around here. I want you to sweep the area, and you might even touch a tree or two, swing it around one of the larger trees, just out of curiosity. Do you read in Miller-Rankins? No, it doesn't. No, it just purely counts per second. Ironiquement, les hommes chargés de faire taire les rumeurs à propos d'OVNI en 1980 se sont eux-mêmes retrouvés face à un objet volant non identifié. Le lieutenant-colonel Halt et ses hommes n'ont pas été les premiers à observer d'étranges lumières dans le ciel d'Angleterre en décembre 1980. 2 semaines plus tôt, des dizaines de personnes ont signalé des apparitions d'OVNI à Londres. Parmi elles figurait Timothy Good, auteur à succès et ufologue. Il était environ 16 heures quand j'ai vu un point très lumineux dans le ciel. Je l'ai observé et je me suis dit que c'était ni Vénus ni un avion. Il ne semblait pas bouger. Alors j'ai couru pour rentrer chez moi. En arrivant, j'ai ouvert toutes les fenêtres, mais ce truc avait disparu. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que le lendemain, un journaliste du Kentish Times me téléphone pour me dire qu'entre 15h et 16h15, au moins 40 témoins avaient vu cet objet non identifié dans le ciel. Parmi les témoins interrogés, beaucoup ont décrit un engin triangulaire dont l'extrémité était rouge et le corps argenté. Il restait sur place pendant un bon moment, filait à toute vitesse vers un autre point et s'immobilisait à nouveau. De temps en temps, il se divisait en plusieurs objets jusqu'à 3 ou 4. Ensuite, les morceaux se rassemblaient et cela restait au même endroit. Ça a duré 1h15. Le lendemain, dans un comté rural de l'Angleterre, le fermier Klaus Peterson a filmé cet ovni. L'appareil est resté au-dessus d'eux pendant plus d'1 heure. Ils avaient une caméra bon marché, alors on ne distingue aucune forme. Par contre, on les entend décrire ce qui se passe pendant qu'ils l'observent.
triangular shape. You know, almost a comet. Le ministre britannique de la Défense a déclaré que c'était un météorite. Ce n'était pas un météorite. Les météorites ne restent pas immobiles, pas plus qu'ils ne font des manœuvres pendant 1h15. Si c'est le cas, c'est en soi un phénomène extraordinaire. Ces aéronefs triangulaires étaient-ils en relation avec ce que Jim Penniston a vu dans la forêt de Rendlesham? Et que dire de cette capacité à manœuvrer si rapidement, comme les objets signalés par le colonel Halt et décrits en détail sur sa cassette? Nous avions vu une drôle de lumière, de toute évidence dirigée par une intelligence. Elle se déplaçait dans la forêt en évitant les arbres. Ça justifiait notre inquiétude. J'étais survolté, je peux vous le garantir. Je me souviens que nous marchions tous à l'adrénaline ce soir-là. Nous nous sommes approchés de la clôture. Nous pouvions voir l'objet qui continuait à bouger entre les arbres. C'est un peu éloigné. Il est passé au-dessus du champ du fermier jusqu'à la gauche de sa maison. On aurait dit que du métal en fusion s'en échappait. Hart et ses hommes réagissent avec émotion malgré le contexte militaire. L'objet ressemble à un œil géant qui vole dans leur direction. On perçoit la tension dans leur voix. Nous formions une ligne d'environ 30 mètres, à peu près ici. Nous regardions la maison du fermier là-bas. L'objet se trouvait à moins de 30 mètres à gauche de la maison. Nous le regardions à travers nos lunettes de vision nocturne. On aurait dit une grosse brique. De la chaleur s'en dégageait. J'ai enlevé mes lunettes et j'ai vu du orange à la place du vert, comme si quelque chose brûlait. De temps en temps, on voyait des étincelles jaillir. Nous l'avons observé dans le champ pendant 1 minute ou 2, puis tout à coup, comment dire, il a explosé en plusieurs petits objets blancs qui ont disparu. Il existe une autre version de ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle provient de Larry Warren, co-auteur de Left at East Gate. Après toutes ces années, il n'arrive toujours pas à comprendre la nature de ce que ces hommes et lui ont observé dans la forêt de Rendlesham. C'est égoïste. Je veux savoir ce que pouvait bien être l'objet qu'on a observé et pourquoi une telle paranoïa entoure cette opération de dissimulation. Warren était âgé de 18 ans. Il était garde de sécurité à la base depuis quelques semaines. Au petit matin du 29 décembre 80, on lui aurait ordonné à lui et à plusieurs autres soldats de se rendre dans la forêt. Il se tenait à moins de 140 mètres du colonel Halt et des autres officiers. Ils ont vu cela d'un angle tout à fait différent. L'un d'eux était incroyablement proche et l'autre à une certaine distance. Il existe des différences notables entre le récit de Warren et celui de Halt. La première chose que j'ai vue dans le champ, c'est un objet semblable à une plateforme entourée de brume. Il devait mesurer 30 cm de haut sur 15 mètres de diamètre. Puis, une lumière rouge est arrivée en décrivant un arc de cercle au-dessus du champ. Ensuite, elle a explosé silencieusement et à sa place, il y avait une machine sur le sol. Les extraterrestres se sont-ils posés dans la forêt de Rendlesham? Ils avaient des visages, ils étaient vivants. La base de Bentwaters a-t-elle été attaquée par des ovnis? Il s'est dirigé vers nous à toute vitesse et a envoyé un rayon lumineux. Quelles preuves tangibles ont été dissimulées? Quelqu'un de la base a filmé tout ça et personne ne sait ce que ces films sont devenus. Et une séquence inédite qui pourrait lever le voile sur l'incident de Rendlesham.
Décembre 1980. Lors de 2 nuits distinctes, Charles Halt et Jim Penniston ont observé les ovnis à proximité des bases militaires Bentwaters Woodbridge, dans le sud de l'Angleterre. Nous avons réuni Halt et Penniston et les avons emmenés dans la forêt de Rendlesham, ensemble pour la première fois. En tentant de reconstituer les événements, les 2 officiers retraités de l'armée de l'air américaine ont fait une découverte stupéfiante. Après 23 ans, nous venons aujourd'hui de découvrir qu'il existe peut-être 2 sites d'atterrissage. Le site de Halt est presque à 800 mètres par là-bas. Il y a donc de grandes chances qu'il y ait eu 2 atterrissages, apparemment par le même type d'engin. Si ce genre d'enquête avait été effectué il y a 50 ans, le mystère de Roswell aurait peut-être été résolu. Mais en 1947, l'armée de l'air et peut-être d'autres agences de renseignement américaines ont fait taire les témoins visuels, comme le major Edwin Aisley, qui avait supervisé le nettoyage du site de l'écrasement de Roswell. Quand nous le questionnions sur Roswell, mon père se contentait de dire qu'il avait promis au président Truman de ne pas en parler. Et il a tenu sa promesse. En 1992, il était mourant. Il prenait de grosses doses de morphine. Ma nièce n'arrêtait pas de lui demander ce qu'il avait vu là-bas. Et il a fini par dire « des créatures ». La confession qu'a faite le major Isley sur son lit de mort a-t-elle été provoquée par les médicaments ou révélait-il enfin la vérité sur l'écrasement de Roswell? Le gouvernement cache-t-il depuis plus de 50 ans les preuves que des extraterrestres nous rendent visite? En croire un ancien aviateur de l'armée de l'air américaine, la réponse est oui. Plus que n'importe qui, Larry Warren est celui qui dit avoir vu des créatures extraterrestres dans la forêt. Je connais Larry depuis le milieu des années 90 et j'ai passé beaucoup de temps avec lui en Angleterre. Larry me semble être une source tout à fait crédible. Larry Warren est intéressant. Je l'ai questionné comme beaucoup d'autres l'ont fait. Le problème, c'est qu'il change sa version des faits. Les témoins ont dit qu'il y avait certains éléments de cette histoire que le public ne devait pas connaître parce qu'ils enlèveraient de la crédibilité. C'est plus facile de simplement dire qu'on a vu un appareil. Mais en réalité, ces engins sont pilotés par quelque chose et ce quelque chose s'est montré à nous. 3 choses sont sorties, entourées de lumière. À certains endroits, elles étaient d'une lumière bleue translucide. Elles avaient des visages, elles étaient vivantes. Si ces formes de vie avaient essayé de communiquer, c'est le colonel Williams qui se trouvait le plus près d'elles. Le colonel Gordon Williams était le commandant d'escadre en charge des bases. Aujourd'hui, le général à la retraite commande d'un ton acerbe les propos de Larry Warren. Quand j'ai pris connaissance de son histoire, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis demandé quel genre de cigarette il fumait. Le général Williams était sûrement au courant de cet incident. Ça a dû être très difficile pour lui. Dans l'armée de l'air, personne ne veut jamais parler d'une observation d'OVNI. Ça ne se fait pas. Quand un autre ufologue l'a questionné il y a plusieurs années, il s'est donné la peine de dire qu'il ne confirmerait ni n'infirmerait son implication dans cet incident. Ça avait l'air de l'amuser de nous laisser dans l'incertitude. Je pense que c'est la procédure militaire habituelle. La procédure militaire habituelle de Bentwaters Woodbridge consistait à signaler tout ce qui menaçait la sécurité de la base. Après les incidents de Rendlesham, plusieurs hommes ont fait des déclarations écrites, alors que d'autres ont été interrogés à répétition par les enquêteurs militaires. Pendant les semaines qui ont suivi l'incident, on a bien dû m'interroger 6 ou 7 fois. Certains militaires de la base ont mené leur propre enquête, mais les preuves disparaissaient d'une drôle de manière. Le lendemain des événements, le sergent-chef Ray Goodlius a pris des photos du présumé site d'atterrissage, mais au retour du laboratoire, sa pellicule était complètement voilée. Ça me dérangeait beaucoup que les photos n'aient rien donné, parce que ça n'était jamais arrivé avant, ni depuis. Étrangement, les photos prises par les sergents Jim Penniston et Monroe Nevels dans la forêt de Rendlesham sont aussi sorties voilées. Sûrement qu'il y avait assez de radiation ou quoi que ce soit pour détruire la pellicule.
Est-ce un taux élevé de radiation qui a abîmé la pellicule ou a-t-elle connu un sort plus sinistre? J'ai de très gros doutes sur ce qui a pu arriver à la pellicule. À mon avis, quelqu'un a dû s'emparer de celle de Neveu et lui en remettre une voilée en échange. Pendant des années, on a cru qu'aucune photo du lieu d'atterrissage n'existait. Mais dans les années 90, le sergent Ray Golius a reçu ce bout de pellicule des mains d'un collègue qui désire conserver l'anonymat. Ces photos semblent corroborer la description que les témoins ont faite du site d'atterrissage. Le lendemain des événements, le sergent Pelliston est retourné dans la forêt. Il a fait des moulages, des étranges marques laissées dans le sol. Je voulais avoir une preuve tangible que ça s'était bien produit, pour moi-même. These are ones that are made exactly the following morning. They're all identical. When you say they're identical, what do you mean? Depth, size. Approximately 1.5 inches, about 10 to 12 inches across. Je ne me suis jamais douté qu'il existait plus d'un site d'atterrissage, parce que les marques dans le sol et les moulages que nous avons faits étaient identiques. Où se trouve la preuve la plus évidente? La cassette du lieutenant-colonel Charles Halt. Dans les jours qui ont suivi les événements, Halt l'a remise au colonel Williams. General Williams commented on this. His words. That tape was an abomination. It had all kinds of things on it when I heard it the first time. And I had a hard time making any sense out of it and didn't know what to make of it, really. I didn't make too much of it at the time. Well, he made enough of it that he took it and played it to his boss, the two-star general, commander of U.S. Air Forces in England. J'en ai parlé à mes supérieurs. Nous n'y avons vu aucune menace à la sécurité. Ces enregistrements ont fini par tomber dans l'oubli. Halt a reçu l'ordre d'informer le ministère de la Défense britannique de l'incident. C'est ce qu'il a fait dans une note de service dans laquelle il a consigné les détails de l'événement. Il n'a jamais reçu de réponse. Apparemment, l'armée se désintéressait de l'affaire. Mais, à en croire plusieurs témoins, le commandant en chef de toutes les bases de l'armée de l'air américaine en Europe, le général Charles Gabriel, s'est rendu personnellement à Bentwaters Woodbridge pour recueillir les preuves. On a dit qu'un avion s'était posé en provenance de Wiesbaden, où était à l'époque le quartier général de l'armée de l'air américaine en Europe. On a saisi des photos, des documents et des archives, et l'avion est reparti vers Wiesbaden. Des hauts gradés s'étaient emparés de la moindre preuve existante et étaient repartis avec. Mais quelle preuve au juste le général Gabriel a-t-il emporté avec lui? Une caméra avait filmé tout l'événement. Quelqu'un de la base a filmé ça. Mais personne ne sait ce que ces films sont devenus. Ils ont disparu. Sur une cassette vidéo prétendument sortie illégalement de la base militaire de Nellis en 1994, on voit un ovni. L'appareil effectue des manœuvres remarquablement similaires à celles observées par Charles Halt et Jim Penniston en 1980. Si ce film est authentique, se peut-il que l'armée américaine possède une vidéothèque secrète remplie de ces observations, et peut-être même un film de l'incident de la forêt de Rendlesham? Pour l'instant, la réponse à ces questions demeure inconnue. Pendant ce temps, dans la forêt de Rendlesham, le scientifique Patrick Davidson s'efforce de répondre à certaines de ces questions. Pour l'instant, il n'a découvert aucune trace de radiation résiduelle. Malgré la déception, cette recherche scientifique a permis à Halt et Penniston de découvrir qu'il existe non pas un, mais deux sites d'atterrissage. I was taken there and told this is the landing site. Your original memo. I mean, I seen that, and I was sure you were talking about the same site. This is not the site that I went to where I saw something, so obviously on the different nights, either two different things or the same thing came back. When I looked at the plaster cast was the same size as the indentations that I saw, and the distance between them was the same, so something landed twice. Whether it was the same thing or not, it was something similar.
À venir, des documents classés secret défense récemment rendus publics jettent la lumière sur l'affaire. Les preuves les plus convaincantes sont sans doute celles rédigées par du personnel de la fonction publique. Des hommes en noir ont-ils enquêté sur l'affaire Rendlesham? Les hommes en noir existent vraiment. Et une conspiration qui mène droit à la capitale nationale. Point blank, do you think the U.S. government is involved in the cover-up? Roswell, Nouveau-Mexique, juillet 1947. Un communiqué de presse révèle que l'armée a découvert une soucoupe volante qui s'était écrasée. Mais le général Roger Ramey contredit aussitôt l'information. Les témoins prétendent que malgré des photos montrant qu'il ne s'agissait que d'un ballon sonde, des militaires américains ont passé le désert au peigne fin pour enlever toute trace de preuve. En gros, ils ont embarqué tous les soldats disponibles pour venir et ils les ont fait mettre à genoux pour ramasser les moindres débris. Kecksburg, Pennsylvanie, décembre 1965. Un autre prétendu site d'écrasement d'OVNI. Et encore une fois, des témoins ont déclaré qu'un gros contingent de militaires a établi un cordon de sécurité autour du site pour y enlever toute trace de débris. Un gros camion s'est garé. 4 personnes en sont sorties en combinaison lunaire. Comme on disait à l'époque, en combinaison blanche. Ils transportaient une grosse boîte, comme une poubelle, dans laquelle ils ont déposé l'objet. Suffolk, Angleterre, 1980. Des militaires américains ont déclaré avoir observé des ovnis à proximité des bases militaires Bentwaters Woodbridge. L'incident était sous la responsabilité juridique du ministère britannique de la Défense. Comme l'armée américaine, le ministère britannique de la Défense n'a jamais reconnu publiquement l'existence d'engins extraterrestres. Mais la crédibilité du ministre britannique est mise à rude épreuve suite aux protestations et à la détermination de l'un des plus hauts gradés de l'armée britannique. Il n'existe que 2 explications possibles à ce qu'on peut appeler les incidents de Bentwaters. La première, c'est qu'ils se sont produits. Quelque chose a atterri, une patrouille s'est rendue sur place pour faire des recherches, ces hommes ont vu l'engin, ils l'ont photographié et un d'eux l'a même touché. La seconde explication, c'est que rien de tout cela ne s'est produit. Le colonel Holt et quelques-uns de ses hommes ont eu une hallucination. Il est inconcevable que qui que ce soit nie la menace extrême que représentaient ces 2 explications pour la sécurité nationale. Et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait le ministère de la Défense en 1980 et ce qu'il continue à faire depuis que l'affaire de Rendlesham est devenue publique. Cette volonté inébranlable de nier ces événements n'est pas nouvelle. En 1952, Winston Churchill a exigé du ministère de la Défense qu'il lui fasse un rapport sur les soucoupes volantes. Le ministère lui a répondu qu'il n'y avait rien à savoir. Il continuerait à dire ça même si un ovni montait les marches du ministère de la Défense et cognait à la porte du secrétaire d'État. En 1952, Winston Churchill a exigé du ministère de la Défense qu'il lui fasse un rapport sur les soucoupes volantes. Le ministère lui a répondu qu'il n'y avait rien à savoir. Il continuerait à dire ça même si un ovni montait les marches du ministère de la Défense et cognait à la porte du secrétaire d'État. Le ministère de la Défense a beau répéter que les ovnis ne représentent pas une menace à la sécurité nationale, il enquête bel et bien sur les dossiers sérieux. Nick Pope est l'un des rares fonctionnaires du monde à s'exprimer publiquement sur le phénomène ovni. Pope a dirigé le service ovni du ministère de la Défense pendant plusieurs années. Quand on travaille pour le ministère de la Défense, on n'arrive pas avec l'idée préconçue qu'il s'agit d'une soucoupe volante. Par contre, dans cette affaire, les preuves les plus convaincantes ont probablement été rédigées par du personnel civil et militaire qui travaille pour le gouvernement britannique. Si le secret défense britannique avait été respecté à la lettre, l'incident de Rendlesham serait resté confiné au classeur du ministère de la Défense. Mais un document d'une extrême importance a été envoyé à une agence de renseignement américaine. En 1983, des ufologues ont profité d'informations fournies par l'ancien militaire Larry Warren pour faire une demande au nom de la liberté d'accès à l'information. Tout s'est enchaîné. En juin 1983, à la suite de nombreux démentis de la part de l'armée de l'air, la note de service de Holt est apparue contenant les informations que j'avais fournies.
Un de mes amis était 3e commandant à la base aérienne à l'époque. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait une requête pour mon document. Il voulait avoir mon avis. Je lui ai conseillé de la brûler. Il s'est mis à rire en me demandant pourquoi. Je lui ai répondu que s'il diffusait ça, sa vie, l'armée de l'air et ma vie ne seraient plus les mêmes et qu'il avait intérêt à me croire. Ça a littéralement fait la une des journaux. Tous les quotidiens nationaux en ont parlé. Que s'était-il passé dans cette forêt? Y avait-il une opération de dissimulation? Cette soucoupe volante existait-elle? Comme l'avait prédit le colonel Halt, les gros titres des journaux ont jeté le discrédit sur le peu de témoins qui s'étaient ouverts publiquement. Nous avons organisé une rencontre entre le colonel Halt, le sergent Peniston et Vince Turkettle. Il était garde forestier à la forêt de Rendlesham en 1980. C'est l'un des plus sceptiques au sujet de l'incident de Rendlesham. D'après lui, il existe une raison toute simple à ces événements. Okay, based on the evidence that you've seen, okay, I take it that it's not enough. Well, right? Is that what you're saying? Yeah, it is. Okay, that's fine. It has to be, because I don't doubt you, gentlemen. On the tape, you know, all those years ago, everything I hear, I can picture. It sounds genuine. But some things are unhelpful to the case. It would have been very, very helpful if there wasn't a lighthouse. Le phare Blanfurness est situé à 12 km à l'est de la forêt de Rendlesham. Il était en fonction en décembre 1980. C'est Turkettle qui a lancé ce qu'on allait appeler la théorie du phare. Le faisceau du phare pénètre la forêt d'un peu plus d'1 mètre. Il fait un tour complet au même rythme que ce qu'on voit sur la cassette. Est-ce que des militaires entraînés auraient pu faire l'erreur de prendre la lumière d'un phare pour un objet mystérieux? I think that actually I'm insulted when someone says something like a lighthouse. Here we are. Well, you know, we worked out here for months. We know where the lighthouse is at. I mean, that is just so ridiculous to bring that up. It isn't an insult. It's ridiculous. No. It's just below our intelligence level. Pendant tout le temps que ça a duré, on voyait le phare. Il était à 30 ou 35 degrés de l'emplacement de l'objet. Un phare n'explose pas plus qu'il ne se déplace à l'horizontale ou entre les arbres. Ce n'était pas le phare. Je me suis rendu là-bas. Ça n'expliquerait pas les radiations, ni le radar, pas plus que les marques sur le sol. Pour Turkettle, même les traces au sol s'expliquent facilement. Quand j'ai vu le site, il y avait des marques au sol, mais ça m'a semblé être le genre de traces que laisse un lapin. Les lapins grattent, ils cherchent des racines et ensuite les aiguilles de pin remplissent les trous comme celui que nous venons de passer. Ça forme de petites dépressions. Ça devait être des lapins très intelligents. Ils devaient être très bons en mathématiques. Je n'ai jamais vu de lapin aussi intelligent. Quand on a pris nos mesures, j'étais surpris de voir que les marques étaient séparées d'exactement 3,50 m d'un centre à l'autre. On ne trouve pas ça dans la nature, c'est quelqu'un qui a fait ça. J'ai entendu parler de cette histoire de trous laissés par des lapins. Je suppose que ça devait être une blague au départ. Je m'imagine très bien des lapins radioactifs qui sautent dans la forêt et qui brillent dans le noir. Sérieusement, ce ne sont pas des marques laissées par des lapins. D'autant que j'ai vu les photos du lieu d'atterrissage. Ce ne sont pas des lapins. You guys to go in the woods and mistake some signs in the trees. That's understandable. It's not your subject. I don't mean to be in the Je ne veux pas le moindrement leur manquer de respect parce qu'ils sont honnêtes. Je ne remets pas en cause leur sincérité, je remets en cause leur expertise. Moi, j'étais là le premier soir et j'ai fait l'une des meilleures enquêtes de toute ma carrière militaire. Ce n'était pas des lumières dans le ciel. C'était un objet, un aéronef qui a atterri. Je l'ai examiné, j'en ai fait le tour et je l'ai touché. Ça s'est vraiment passé. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là. Pas eux.
Les ufologues pensent que l'explication de ce qui s'est produit dans la forêt de Rendlesham se trouve dans les documents consignés au ministère de la Défense. En 2002, après les innombrables requêtes et protestations de Lord Peter Hill Norton, le ministère de la Défense a soudain rendu public plus d'une centaine de documents. Le ministère de la Défense nous a tous trompés en disant que rien ne s'était jamais produit. Ces documents nous révèlent que les agents de renseignement gouvernementaux voulaient mener une enquête en rapport avec les relevés de radiation. On sait aussi, à la lecture des documents, que le personnel des renseignements pour la défense nationale britannique était impliqué dans une enquête concernant les relevés radars. On y découvre aussi que le chef de l'armée de l'air américaine en Europe, le général Gabriel, est allé à la base et qu'on lui a remis les enregistrements. Je crois que le reste de la vérité se trouve au Pentagone, aux États-Unis, pas ici. C'est là-bas qu'est le chaînon manquant. Si le ministère de la Défense britannique possède 180 à 200 pages sur le sujet, combien en ont les Américains? Do you think the government knows what happened? Absolutely. There's no doubt in my mind. Why would they choose not to say that they do? That's a real good question. There's an awful lot of things that are known in our government and from foreign technology and perhaps from Lord knows where that aren't public knowledge and probably won't be. They're very highly compartmentalized. À venir, de nouvelles preuves confondent les sceptiques. Ce site change complètement l'affaire. Les armes nucléaires de la base étaient-elles la cible des ovnis? Il semble que cet objet ait dirigé un rayon vers les armes. Et un film diffusé pour la première fois révèle des détails troublants sur les interrogatoires. Roswell, Kecksburg, Rendlesham, les apparitions d'ovnis semblent n'en plus finir. Alors, qui connaît la vérité sur ces mystérieux aéronefs? D'où viennent-ils? La réponse à ces questions pourrait vous troubler. Un président américain a-t-il déjà été mis au courant? À vrai dire, Harry Truman en avait une très bonne idée. Eisenhower, respecté de l'establishment militaire, en savait sans doute long sur le sujet. Mais je crois qu'ils n'ont rien dit à Kennedy, même si je pense qu'ils savaient. Selon mes informations, l'ancien président qui en savait le plus est George Bush. L'un des membres du personnel de la Maison-Blanche lui a un jour demandé jusqu'à quel point il était au courant. Bush lui a répondu ouvertement, « Vous n'en savez pas la moitié ». Le gouvernement américain ne dit rien sur le sujet depuis 1947. L'affaire de Rendlesham nous rappelle tristement ce que certaines agences sont prêtes à faire pour cacher toute information concernant les ovnis. Le plus triste dans cette histoire, certains témoins vous le diront, ce n'est pas tant ce qui s'est passé durant l'incident que ce qui a suivi. Certains d'entre eux ont subi un interrogatoire. Par exemple, le sergent Adrian Bustinza a été interrogé pendant des heures. On lui a dit qu'il avait vu le faisceau du phare situé à proximité, mais il continuait à nier. Ils lui ont dit que les balles étaient données, 10 cents la douzaine. Alors après ça, il a convenu que c'était la lumière du phare. Beaucoup prétendent qu'une agence était au centre de l'enquête sur l'incident de Rendlesham, l'OSI. L'OSI est une agence indépendante. Ce sont des policiers habillés en civil. Sauf que ce sont des enquêteurs, comme l'indique le nom de l'agence, Bureau des enquêtes spéciales. Leur pouvoir dépasse celui des forces policières normales. Le Bureau des enquêtes spéciales, l'OSI, dispose d'un nombre impressionnant de moyens pour faire parler les gens. Ils utilisent peut-être des procédés chimiques, l'hypnose ou d'autres ruses. Si les hommes de l'OSI sont derrière l'enquête de Rendlesham, comment ont-ils dissimulé l'incident?
Je suppose que les instructions consistaient à ne pas faire de bruit autour de cette affaire. Il devait trouver ce qu'il pouvait, utiliser des gens pour faire de la désinformation en leur faisant raconter d'étranges histoires pour faire perdre toute crédibilité à l'affaire. Do we consider Larry Warren part of that group? I certainly do. I am firmly convinced that he was meddled with. By that I mean sodium pentothal and hypnosis. Oh, come on. You can believe it or not. Who would meddle with him and why? I'd rather not comment. Well, wait, no. You can't say that and then just leave us hanging. I think if you ask him, he will tell you. He was taken by the OSI to an office and he was given an injection and he was worked on. Larry a été emmené avec d'autres témoins dans un lieu placé sous haute surveillance. Ils ont dit qu'on avait vu quelque chose dont ils connaissaient l'existence depuis bien avant notre naissance. Voilà qui expliquait le secret entourant cette affaire. Ils nous ont fait signer des documents sans qu'on les lise, qui minimisaient les événements. Ils nous ont aussi montré un film sur des ovnis. Il avait été tourné avec une caméra amateur sans commentaire. Si ce film était encore diffusé, tout serait fini. On n'a eu aucune explication, mais ils nous ont beaucoup manipulés. Ils ont dit les cartouches se donnent, plus ou moins en plaisantant. Si des témoins assistaient à un incident classé secret défense, on pourrait les manipuler et créer une sorte de Disneyland au LSD, complètement irréel et programmé. Le but étant qu'à leur réveil, ces souvenirs fabriqués se mêlent aux vrais souvenirs de l'événement et qu'ils passent pour de beaux idiots s'ils parlent de cette affaire. Je commençais à avoir des symptômes de stress post-traumatique. Je faisais des cauchemars. C'est courant chez les témoins. Je rêve parfois que je cours entre les arbres. Dans mes rêves les plus fous, je vois même Charles Halt. On poursuit quelque chose qu'on ne veut pas voir. Je vis ça toutes les nuits. Comme beaucoup de ceux qui ont été témoins des événements de Rendlesham, le sergent Jim Penniston a fait des cauchemars. Si j'ai vu une psychiatre, c'est entre autres pour me débarrasser de ses rêves et aller de l'avant. Elle m'a notamment suggéré qu'on attaque le mal à la racine, en provoquant une régression. Jim Penniston nous a donné la permission exclusive de diffuser les extraits de sa régression sous hypnose. Ce film lève-t-il le voile sur le mystère de l'incident de Rendlesham? Personnellement, j'ai du mal à croire que tout ça soit vrai. Par contre, une chose est certaine, depuis cette régression, je ne fais presque plus de cauchemars. De toutes les révélations apportées par la régression de Penniston, la plus troublante est qu'un agent ou des agents lui ont injecté du pentatol de sodium, qu'on appelle communément du sérum de vérité. Avant mes séances d'hypnose, je ne savais pas que l'armée de l'air utilisait des drogues pour arriver à ses fins. De toutes les révélations apportées par la régression de Penniston, la plus troublante est qu'un agent ou des agents lui ont injecté du pentatol de sodium, qu'on appelle communément du sérum de vérité. Avant mes séances d'hypnose, je ne savais pas que l'armée de l'air utilisait des drogues pour arriver à ses fins. En 2003, 9 ans après sa régression sous hypnose, Penniston se questionnait toujours. Dans le cadre de notre enquête, il est retourné dans la forêt de Rendlesham avec l'ancien commandant adjoint de la base, le colonel Charles Halt. Cette démarche a révélé l'existence d'un deuxième site d'atterrissage, une découverte impressionnante. Secoué par cette nouvelle constatation, Penniston et Halt ont mené Turkettle, l'ancien garde forestier, au site indiqué par Penniston. Turkettle a toujours soutenu que les deux hommes avaient pris la lumière du phare d'Orford Ness pour un ovni. You and I only had one site. Yeah. As far as we were concerned, well, that's it. I'd only ever heard about one site. I made an assumption. They took me out. I say they. The police took me out and says this is it. You know, this is new. This is different. I have no opinion on this. I wasn't here 20 years ago. No one talked about this 20 years ago. The other site is the site of folklore.
That's the one that's famous. That's the one that everyone's been visiting. You've just ruined some things. Ce site change complètement l'affaire. Il est très éloigné. Avec tous ces arbres et tous ces creux et ces bosses dans le sol, il aurait été impossible de voir la ferme ou le phare d'ici. So talk to me, what was the significance of there being two sites? Well, my site, there was no way you could see the lighthouse anyway from there. It wasn't visible from the location we were at. Not at all? Not at all. So that removes that as a possible explanation? Yes, it does. Completely. Chaque nouvel élément de preuve permet de voir un peu plus clair dans l'affaire de Rendlesham. Pendant sa régression sous hypnose en 1994, Jim Penniston s'est souvenu d'avoir été interrogé par deux hommes mystérieux. Il allait devoir attendre 8 longues années avant de découvrir leur identité. Sur l'enregistrement de mes séances d'hypnose, je dis avoir été interrogé par le DS-8. À l'époque, ça ne voulait rien dire pour moi. Mais quand le ministère de la Défense a rendu ses archives publiques, elle mentionnait le DS-8. DS-8 veut dire Secrétariat à la Défense 8. C'était la division civile du service de l'armée de l'air au sein du ministère de la Défense. C'est elle qui était derrière les enquêtes sur les ovnis. Ces agents étaient-ils les fameux hommes en noir? Les hommes en noir existent vraiment. Mes recherches m'ont convaincu que le Bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air envoie des agents de contre-espionnage rencontrer les témoins qui ont vu des ovnis. Je connais beaucoup de gens à qui ils ont fait vivre des expériences très inquiétantes. Les interrogatoires intenses dans le cadre de l'affaire Rendlesham s'expliquent peut-être par la présence d'armes nucléaires entreposées à la base. À mon avis, il ne fait aucun doute qu'il y a un nombre disproportionné d'observations d'ovnis au-dessus des installations militaires et des établissements de recherche en rapport avec des armes atomiques. Pour de nombreux ufologues, le meilleur exemple de la présence des ovnis en rapport avec l'existence d'armes nucléaires se trouve sur la cassette de Halt. Enregistrée le 28 décembre 80, elle démontre l'intérêt que portent les ovnis à l'entrepôt où sont stockées les armes nucléaires. Il s'est dirigé vers nous à très grande vitesse, pratiquement au-dessus de nos têtes. Puis il s'est arrêté, a émis un rayon comme un rayon laser. Je me suis demandé si c'était un avertissement, un signal ou une tentative pour communiquer. Et il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Did they take any particular interest in the place where weapons would have been stored if weapons had been on the base? At least one of the beams of light came down in an area that I would say would be of high interest. L'objet au sud envoyait des rayons à côté de la zone d'entreposage des armes. J'étais très inquiet. Je me suis demandé ce qu'il faisait, s'il cherchait quelque chose ou s'il essayait de... Je sais ce qu'il fabriquait. Immédiatement après, et ce n'était pas prévu, un gros avion de transport est arrivé, un C-130 ou un C-141. Une équipe spéciale a inspecté les armes nucléaires de la base. L'objet en question avait envoyé un rayon lumineux sur les armes. Les militaires ont eu peur que les armes aient été endommagées. Ça paraît peut-être incroyable, mais rappelons-nous qu'en 1967, à la base militaire de Malmstrom aux États-Unis, un ovni a désactivé plus d'une dizaine de missiles nucléaires. À venir, la régression sous hypnose de Jim Penniston révèle-t-elle l'existence d'extraterrestres? Le grand nombre de preuves dans l'affaire de Rendlesham est indéniable. Des documents officiels, une cassette audio,
Des relevés radars et de radiation. Ces relevés de radiation étaient 10 fois supérieurs à la normale. Et des témoignages similaires de la part de civils britanniques. Suffolk, Angleterre. Pour la première fois, nous avons organisé une rencontre entre les anciens militaires Charles Halt, Jim Penniston et des témoins civils. Roy et Marina Webb ont également vu l'étrange appareil le matin du 27 décembre 1980. Ils revenaient d'une réunion de famille. Ma fille a aperçu une étoile filante. Vous connaissez les enfants. Oh papa, une étoile filante. Elle a ajouté que c'était bizarre parce qu'on aurait dit qu'elle suivait notre direction. Mon mari s'est dit que c'était peut-être un avion à réaction. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. On a continué à rouler, mais la lumière était toujours là-haut. Alors j'ai demandé à ma femme de se garer sur la prochaine aire de stationnement et nous nous sommes arrêtés. Il a baissé la vitre pour me montrer la lumière. Elle était immobile. On aurait dit qu'elle nous observait, parce que nous étions les seuls à circuler. Et puis elle a pris de l'altitude. Elle est partie à toute vitesse. En un clin d'œil, c'était incroyable. Les Webb ne sont pas les seuls témoins civils à corroborer l'heure des événements en ce 27 décembre 1980. Jerry Harris de Woodbridge a probablement assisté au même phénomène que Jim Penniston, mais d'un angle différent. J'ai traversé le jardin et j'ai vu les lumières au-dessus des arbres. Elles s'élevaient dans le ciel et redescendaient à toute vitesse. Ensuite, elles se sont arrêtées et elles ont plané avant de recommencer à bouger. Et puis deux lumières se sont éloignées alors que l'autre ne bougeait plus. Elles ont pris de l'altitude et ont fait du surplace avant de redescendre dans la forêt et de s'écraser plus ou moins. Comme tout était redevenu calme, j'ai cru que c'était terminé. J'allais me retourner quand je les ai vus sortir au-dessus des arbres et... Beaucoup de ceux qui ont été impliqués croient que les gouvernements américains et britanniques ont manipulé les preuves, menacé les témoins et utilisé des techniques de contrôle de la pensée dans le but de dissimuler toute cette affaire. Disons simplement que je connais assez bien les méthodes employées par certaines agences gouvernementales pour ne pas leur faire confiance une seule seconde. Au-delà de ces histoires de lavage de cerveau, d'opérations de dissimulation et de conspiration, on ne connaît toujours pas la réponse à la question la plus importante sur l'affaire de Rendlesham. Qu'ont vu au juste les soldats américains en décembre 80? La réponse se trouve peut-être dans des dossiers gouvernementaux secrets, mais peut-être aussi dans les souvenirs refoulés de témoins comme le sergent Jim Penniston. Did you at any time have a sense that this craft came from another plane? No. For instance, did it come from Mars? No. So, did it reach Us. It's us. Je ne crois pas aux extraterrestres. Je n'y ai jamais cru et je n'y croirai sans doute jamais. À mon avis, la seule explication plausible est que nous essayons des machines à voyager dans le temps ou quelque chose comme ça. Ça a l'air étrange, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si ce sont des voyageurs du temps qui viennent de notre futur comme certains l'ont suggéré, c'est encourageant pour notre planète. Mais que ces objets mystérieux soient des visiteurs venus du futur ou des habitants d'autres planètes, pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'informer la population? Beaucoup de gens pensent que les États-Unis, plus particulièrement, sont en communication avec les occupants de ces soi-disant objets volants et qu'il existe un échange de technologie. Selon ces mêmes personnes, les États-Unis auraient fait de grandes avancées technologiques grâce à des renseignements donnés par les extraterrestres. Cette technologie est bien plus puissante que la nôtre.
Si nous pouvions posséder la même technologie, ne serait-ce pas un pouvoir fantastique dans notre monde? N'est-ce pas pour cela que toute cette ruse est déployée? Certaines de ces technologies sont utilisées de nos jours, peut-être sous des formes avancées d'armement et de propulsion. Je crois qu'il est absolument justifié que ces informations restent de nature ultra secrète. Bien que le gouvernement continue obstinément à nier, les personnes qui ont été témoins de ces événements refusent de se taire. Don't you think we have a responsibility to tell what we saw? Don't you think so? Believe it or not, let you believe or let somebody else believe or not believe. You draw your own conclusions. Brian, that investigation's not over. It never stopped. He retired in 91, 93. But I'll tell you what, the citizens of the United States are getting a bang for their buck here. Because we're still trying to figure out what the hell we seen out there.